Bonjour, vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Roncin, DRH du groupe SOS. Bonjour Thibaut, ravi de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Et pour démarrer, ce que je te propose, ça va être de te présenter pour ceux de notre audience qui ne te connaîtraient pas encore. Bonjour Chloé, et un grand merci pour cette invitation pour commencer. Avec plaisir. Je m'appelle Thibaut Roncin, je suis DRH du groupe SOS et je suis arrivé dans les RH, j'ai envie de dire d'abord par hasard, quand j'ai commencé une première recherche d'alternance après mon bac et que j'ai atterri dans un service des ressources humaines qui m'a donné envie de continuer dans cette voie-là sans forcément savoir pourquoi j'y étais rentré. Okay. Et puis ensuite, j'ai continué par opportunité pour intégrer le secteur de la solidarité internationale. Et donc, les RH étaient mon point d'entrée pour devenir administrateur de programmes humanitaires dans les ONG. Donc ça, c'était pas un hasard. C'était pas un hasard, mais c'était l'opportunité parce que c'était l'occasion de m'assurer de pouvoir prendre mon premier job dans le secteur. Et comme j'avais une première expérience en alternance puis un premier CDI dans les RH, je me suis dit c'est la bonne moyen, mais c'était la première étape avant d'aller prendre des postes plutôt de manager de projets humanitaires sur des terrains divers et variés. Et ensuite de découvrir les collectifs qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent moins bien, et donc de me dire comment je peux avoir plus d'influence sur ces collectifs, et donc de reprendre le chemin de l'école pour devenir des RH, et donc par conviction, en me disant que j'avais certainement plus d'influence et d'impact sur les organisations en étant des RH et sans forcément être dans l'action directe. Ok, donc ça c'est le démarrage finalement quelque part de ton parcours. Comment est-ce que tu as évolué jusqu'à être aujourd'hui au sein du groupe SOS ? Je pourrais dire que j'ai évolué, on va dire, avec un passage par le management opérationnel pendant des années, donc dans le secteur humanitaire, avec plutôt du management d'équipe, du management de projet, dans différents pays, et puis dans des fonctions, dans des sièges d'ONG, d'organisations non gouvernementales. Globalement, je pourrais dire que j'ai une dizaine d'années dans le champ associatif humanitaire, un petit passage dans l'industrie pour faire autre chose et casser un petit peu les codes et les étiquettes, et puis j'ai rejoint le groupe SOS il y a 5 ans et demi. D'accord, ok. Donc en tant que DRH et également, effectivement, tu cumules 2 casquettes aujourd'hui dans notre podcast dans lequel on interviewe aussi bien des DRH que des dirigeants, puisque du coup, tu es aussi à la tête d'une des entités, on peut dire ça ? Une des associations du groupe, effectivement. Ouais. Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait partie des éléments un peu particuliers. On s'est dit que des RH du groupe, avec 150 employeurs et 22 000 salariés, j'allais m'ennuyer. Et donc, du coup, comme on est un groupe d'entrepreneurs et d'innovation sociale, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre en direction générale une des associations du groupe qui aujourd'hui contribue à mettre en œuvre différents projets inclusifs au service de la mise en œuvre opérationnelle de notre stratégie emploi-formation du groupe. Donc, j'en suis très fier. Et donc, tu vas probablement nous en dire quelques mots dans un instant, puisque ça colle très très bien avec le thème. Je pense que ce n'est pas un hasard. Mais avant ça, est-ce que tu peux donner peut-être quelques éléments, chiffres clés complémentaires pour ceux qui connaîtraient pas le groupe SOS ? Alors, le groupe SOS, en réalité, c'est un acteur atypique, assez méconnu et qui finalement existe depuis 1984 et s'est donné pour vocation de lutter contre toutes les exclusions en inventant des modèles, d'une part économiques, mais aussi des modèles d'impact pour essayer de combattre toute forme d'exclusion sociale et sociétale. Donc aujourd'hui, le groupe SOS, c'est beaucoup d'établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires sur des modèles privés non lucratifs. Donc c'est un groupe associatif sans actionnaires qui essaie de trouver des solutions à tous les enjeux sociétaux, donc aussi avec des commerces, des entreprises d'insertion dans différents champs métiers, dans la transition écologique, dans le commerce équitable et évidemment dans l'action sociale. Ok, merci pour cette précision. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une question que je pose systématiquement à chaque invité, et j'ai hâte de connaître ta réponse. Qu'est-ce que tu peux aujourd'hui nous partager que les gens ne savent pas sur toi ? Ce qui sera donc foutu après ce podcast, ça, il faut que je réfléchisse bien à cette réponse. La réponse va rester. Ce que les gens ne savent pas sur moi, c'est une très bonne question. Je dirais peut-être que ça n'a aucun lien avec mon métier de DRH, mais un élément de santé mentale, c'est pour moi de faire de la voile et quand j'en ai le temps, je monte sur un bateau et je vide le cache de ma charge mentale professionnelle avec passion. Ok, d'accord. Merci, ça passe. Rien de compromettant.
Aujourd'hui, quand je t'ai demandé en fait initialement d'intervenir dans ce podcast et de réfléchir à un sujet sur lequel tu avais vraiment des convictions et puis des bonnes pratiques à partager, on est arrivé rapidement sur le sujet de l'inclusion des candidats multifragilité au sein des organisations et quel est le rôle finalement de l'employeur dans ce sujet-là. Déjà, pourquoi ce sujet et est-ce que tu peux nous aider un petit peu à le délimiter? Avec plaisir. Je pense qu'il y a plusieurs angles pour le délimiter. Le premier, c'est une réalité sociétale, c'est on l'a bien vu avec la crise sanitaire récente, c'est que la porosité personnelle, professionnelle, c'est quand même encore plus effacée qu'avant, avec du coup une nécessité de rentrer dans la sphère personnelle. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, on avait une facilité dans les entreprises à se dire le personnel reste à la porte du bureau, et chacun rentre dans l'entreprise et on a chacun sa facette, on a un visage, un masque un peu professionnel et on mélange pas les sujets. La porosité perso-pro, ça a aussi amené des réalités sur le fait qu'on a tous des moments dans notre vie de fragilité, que ce soit ponctuel, que ce soit permanent, que ce soit quand on arrive sur cette terre ou que ce soit à différents moments. On est parfois, c'est pour ça quelques chiffres pour moi qui concernent toutes les entreprises, c'est un salarié sur 5 en France, c'est un salarié aidant. On se retrouve avec 8 actifs sur 10 qui sont des parents. On se retrouve avec possiblement des taux de chômage sur les personnes en situation de handicap qui sont du simple au double, qui sont des valides et non valides. Donc, c'est des réalités sociétales. Rajouter au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de secteurs dits avec des métiers en tension. Donc, on se retrouve avec une réalité pour les entreprises d'aller vers des profils qui éventuellement ne postulent pas chez eux, et pour le commun des actifs et des personnes qui souhaitent travailler ou qui peuvent travailler, des réalités de pas la même niveau de contribution en fonction de leur moment de vie ou des moments ponctuels dans la vie dans lesquels ils doivent pouvoir soit baisser un peu la contribution, soit s'adapter en termes horaires, en termes de capacité, en termes de mobilité, etc. Donc la réalité pour moi, c'est une réalité très pragmatique de se dire les entreprises doivent rentrer dans la sphère privée sans rentrer dans l'assistanat ou dans le côté très psychologique ou personnel de la sphère, mais de se dire s'intéresser aux personnes qui contribuent à leur projet d'entreprise. Pour moi, c'est une nécessité et ça donne beaucoup d'engagement, je pense, pour nous, des RH, de réussir à trouver cette bonne délimitation pour faire en sorte que chacun puisse contribuer à la hauteur de ses envies, de ses moyens et de son moment dans la vie pour que le projet d'entreprise avance. Ouais, ça c'est une vraie question, je pense, qui se pose effectivement de plus en plus, en tout cas nous qu'on entend aussi à notre niveau de plus en plus, qui est jusqu'où est-ce que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer et aussi pourquoi est-ce qu'elle va le faire. Alors il y a des sujets de conviction personnelle aussi sur ce sujet-là et on a parlé dans un précédent épisode de quelle responsabilité le DRH a envie d'avoir sur le plan sociétal, environnemental, etc., social. Mais peut-être pour des gens qui seraient pas encore posé la question, pour des entreprises qui n'auraient pas encore mis un pied dans ce sujet d'inclusion de personnes avec des fragilités multiples, c'est quoi le bénéfice? Alors, je suis désolée de le poser de façon aussi directe, mais c'est quoi le ou les bénéfices, j'imagine, pour des entreprises? Tu vois, si tu t'adresses à celles qui, justement, ont pas démarré ce travail, c'est quoi leur bénéfice à commencer à s'y intéresser de près? Je pense que les bénéfices sont nombreux. Non, je pense que les bénéfices sont de différentes natures. Je pense que on parle souvent du désengagement des salariés en Europe, dans le monde, en France en particulier, où on se dit il y a beaucoup de désengagement, de vision d'entreprise qui évolue, de manque d'engagement des jeunes, de manque d'engagement dans le travail. Enfin bref, c'est des débats que tous les DRH ont, quels que soient les secteurs. La recherche de sens, d'une part, et d'alignement des valeurs, de contribution, que ce soit pour la durabilité, le climat, que ce soit pour simplement son équilibre de vie perso-pro, quelles que soient les motivations individuelles, je pense que chaque entreprise a finalement son intérêt de rechercher la motivation et l'engagement de ses collaborateurs. Si cet alignement de valeurs, il est aussi constitué par des réalités personnelles qui sont de dire pourquoi passer tout mon temps en entreprise, ou mon entreprise se dit être centrée sur l'humain, ce qu'on entend régulièrement de tous mes collègues des RH, à savoir on a une politique RH centrée sur l'humain. Je pense que ce mot, cette phrase, je l'entends à peu près toutes les semaines de plein de collègues. Et si cette politique, elle n'est pas suivie d'effets en termes de ressenti collaborateur, c'est pire que de ne pas l'annoncer. Il y a un côté, à la limite, vaut mieux travailler pour une boîte qui n'annonce rien sur l'humain. Bon, moi, je viens de contribuer, prendre mon salaire et à la limite, je m'attends rien d'autre. Quand on commence à annoncer des politiques engagées sur l'écoute, l'humain, etc., ça nécessite quand même d'avoir un tout petit peu de congruence et de cohérence avec ce qu'on dit par rapport à ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il y a une première ensemble de bénéfices qui est un bénéfice d'alignement et donc d'alignement de capacité d'engagement des collaborateurs.
de réalité. Le deuxième, il a un sujet pragmatique. Il y a beaucoup de métiers en tension. Je pense qu'aujourd'hui, je crois que c'est 8 employeurs sur 10, un truc comme ça cette année. J'ai vu un truc cette semaine qui disent rencontrer des difficultés à recruter. Ouais. Bah forcément, si on recrute entre guillemets des clones et qu'on dit j'ai eu des bons sur ce poste-là, je prends le profil type et après j'essaie de recruter et j'attends que les candidats tombent, quelle que soit l'aide que je vais mettre sur les super plateformes avec de l'aide de l'IA, ça ne remplace pas certaines réalités de se dire peut-être que le job m'intéresse, mais je ne suis pas en capacité de contribuer à la hauteur de ce qui est écrit parce que j'ai pas forcément le temps. Encore une fois, je prends l'exemple des aidants. Ouais. On a un vieillissement de la population en Europe et en France en particulier qui fait qu'on va vivre de plus en plus tard. Donc l'autonomie de nos parents ou de certaines personnes, c'est une réalité de la plupart des actifs, j'ai envie de dire plutôt en forme, et de se dire il va falloir aider nos parents, il va falloir aider d'autres personnes de nos cercles personnels. Si nos entreprises sont pas capables de faciliter le fait que pendant une période de notre vie, on doit lever le pied ou à minima adapter, ne serait-ce que nos horaires, nos modes de contribution à l'entreprise, c'est une réalité pragmatique de se dire il faut aussi être en capacité de répondre à ça. Donc le premier bénéfice, je pense, c'est l'alignement de l'engagement. Le deuxième bénéfice, c'est une réalité de continuité d'activité, pas de perte d'expertise, de garder quelqu'un qui pourrait démissionner, se mettre en congé long parce que simplement l'organisation n'est pas capable de s'adapter. Je pense que c'est un deuxième élément de bénéfice. Puis le troisième, c'est aussi un petit peu penser à l'avenir quand on pense au fait que le CDI est peut-être n'existera plus, que 8 métiers sur 10 ou je sais pas combien de métiers n'existent pas encore dans les 20 prochaines années, que l'IA va transformer le fonctionnement de certains métiers, finalement commencer à s'intéresser à la contribution des collaborateurs de demain et se dire comment on les intéresse à venir et j'ai envie de dire venez comme vous êtes, que vous ayez envie de travailler en télétravail, travailler en short, travailler une semaine de 4 jours, à la limite les organisations qui sont capables de gérer des collectifs, faire tourner leur business en ayant le maximum de capacité d'adaptation individuelle, celles qui auront un avantage concurrentiel sur les autres. Oui, c'est évident. Et en fait, tu vois, quand tu parles du deuxième, ça résonne beaucoup. Enfin, le sujet de la difficulté des entreprises aujourd'hui à recruter, à staffer sur des jobs dits pénuriques ou pas d'ailleurs. On se rend compte qu'on a fait un tout petit pas vers s'ouvrir à des profils atypiques. Alors, je mets ça avec beaucoup de guillemets parce qu'il y a des entreprises pour qui être capable de recruter demain, c'est accepter de ne plus recruter seulement dans les tops écoles. Donc, le pas, il peut être très grand entre cet effort-là, entre guillemets, et la réalité qui est de se dire que, voilà, il y a d'autres personnes qu'on peut ramener, entre guillemets, vers l'emploi ou vers lesquelles on peut aller, qui sont sûrement beaucoup plus loin que ce qu'on imagine à ce niveau-là, mais qui sont probablement aussi le seul moyen aussi, au bout d'un moment, d'une entreprise de continuer à avancer. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce que toi t'as fait, ou qu'est-ce que vous avez fait avec ton équipe sur ce sujet-là? Est-ce que tu as des éléments concrets à nous partager? Plein. Non, le premier objectif entre guillemets de mon témoignage, c'est de me dire je considère mon rôle de DRH et mon équipe avec moi comme un rôle de porte-voix des savoir-faire de nos professionnels de terrain. Et le groupe a cet avantage d'avoir une diversité de métiers et donc de personnes prises en charge, accompagnées pour différents types de fragilité, de handicap, de perte d'autonomie, de soins ou d'accès aux soins, d'exclusion sociétale, d'exclusion aussi d'accès à la culture, d'accès aux services de base dans les zones rurales isolées. Bref, quels que soient les motifs d'exclusion, on a des professionnels du groupe SOS qui tentent, voire qui réussissent pour l'essentiel des cas, j'espère, de mettre en place des solutions opérantes pour ces personnes et ces problématiques. Et donc, notre rôle de DRH, c'est, j'estime, qu'il y a un rôle de faire connaître ces savoir-faire et les rendre opérants pour le plus grand nombre. Et donc, pour le rendre opérant le plus grand nombre, c'est un sujet de congruence en tant qu'employeur, de dire, si on a des bons sur le secteur du handicap chez nous, qui ont des ambitions sur un plaidoyer pour renforcer l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, c'est bien qu'on ait ce bon exemple dans nos employeurs du groupe, même ceux qui travaillent pas dans le champ du handicap. Donc, premier sujet, c'est un sujet interne. Congruence, cohérence interne. Deuxième sujet, c'est de se dire, j'ai des collègues DRH dans plein d'autres secteurs, il dit Thibaut, c'est bien ce que vous faites au groupe SOS, mais nous on est dans l'industrie, c'est chacun son sujet, moi je suis pas assistante sociale. Ouais, mais t'as des métiers en tension. Et tu as du mal à avoir des CV cohérents ou des gens qui s'y engagent. Nous, les savoir-faire du groupe SOS, d'aller chercher des personnes qui sont hors radar, de travailler sur des personnes qui ont, encore une fois, des fragilités, des freins périphériques à l'emploi, qui sont décrocheurs pour des jeunes. On a 1 500 000 NEETs en France. Globalement, ce 1 500 000 NEETs, c'est des jeunes qui ont pas de diplôme, pas de qualification, qui sont en perte de confiance en eux avec, en général, en plus, de la multifragilité, parce que ce serait trop facile. C'est pas que j'ai arrêté l'école, c'est aussi, j'ai eu des enfants très tôt, j'habite loin des
des transports en commun. J'ai perte de confiance sur mon CV, ma capacité à donner confiance à un employeur. Et puis tant qu'à faire, j'ai un peu de diversité invisible ou de nom ou de culture ou de physique ou de quoi que ce soit qui va en plus me freiner dans certaines perceptions. Et qu'est-ce que vous faites typiquement sur ce type on a d'exemple? Différents sujets. Je pense que si je prends les jeunes par exemple, on a avec la casquette du coup du CFA, donc la structure que j'ai la chance de pouvoir diriger plutôt avec ma deuxième casquette avec les équipes, c'est mettre en place des programmes d'aller vers des jeunes des quartiers prioritaires politiques de la ville pour leur donner envie d'aller découvrir un de nos métiers. Et une fois qu'on leur a donné envie de découvrir un de nos métiers par de l'immersion, on va travailler à leur faire de la formation accompagné, donc avec en gros des thématiques plutôt j'ai envie de dire savoir classique, savoir de base, remise à niveau, mais aussi de l'accompagnement social avec des conseillers en insertion professionnelle pour travailler qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à trouver un emploi. Est-ce que c'est en fait j'ai pas de permis et j'ai 23 ans et que je suis loin des transports, donc en fait chaque emploi potentiellement j'ai une difficulté à y aller. J'ai un problème de garde d'enfants parce qu'en fait j'ai 25 ans, j'ai déjà 3 enfants, j'habite encore chez mes parents parce que j'ai pas suffisamment, etc. Bref, la multifragilité elle ne peut pas être travailler en silo. Et aujourd'hui, c'est une des difficultés de certains de ces profils, c'est si je dois aller voir ici l'assistante sociale, là Pôle emploi ou France Travail, là telle ou telle personne qui peut m'accompagner. Au final, à la fin de ma journée, j'ai vu plein de gens pour m'accompagner, j'ai pas forcément de solution holistique. Et en plus, la fin de journée est passée, j'ai pas vu un employeur. Donc tout l'enjeu de nos programmes Prépap, avec entre autres pour s'orienter vers ces jeunes des quartiers prioritaires politiques de la ville, c'est de finalement mettre en place les personnes qui vont les chercher, et c'est la même personne qui va vous suivre de A à Z pendant 3 mois, avec de la formation, de l'accompagnement social, une rencontre d'employeur, et la confiance donnée à l'employeur final on vous propose, on vous met en relation avec un jeune qu'on a accompagné pendant 3 mois et qu'on sait être en capacité de tenir un premier emploi avec une alternance éventuelle s'il y a besoin. Et toi, l'idée avec ce CFA, c'est de les former, enfin d'aller les chercher, de les former, de les accompagner, etc., pour les faire bosser au sein de votre groupe, ou est-ce que finalement, au bout du bout, il y en a une partie qui peut rejoindre d'autres entreprises? Quelle est la finalité de ça? Les deux, mon capitaine. Non, l'objectif premier, c'est encore une fois d'avoir un impact sociétal. Donc, c'est clairement d'aller. On a 65% des jeunes dits hors radar, c'est-à-dire qu'on va chercher nous-mêmes et qu'on amène à ces prépap avec succès. C'est-à-dire à la fin de la prépap, ils sont en capacité d'aller sur un projet en alternance ou un emploi. Donc, c'est plutôt une réussite déjà sociétale. Après, la priorité, encore une fois, si je prends l'exemple de quelqu'un qui est avec une problématique de mobilité, par exemple, s'il n'y a pas un établissement du groupe à proximité, et s'il y a un autre établissement sur un métier potentiellement qui l'intéresse, la priorité, c'est qu'il remette le pied à l'étrier et qu'il ait une intégration sociétale dans une entreprise. Donc, on a sur ces programmes prépap et sur le CFA d'ailleurs du groupe SOS, 70% d'emplois au sein du groupe SOS, 30% dont les employeurs sont des employeurs partenaires qui sont pas au sein du groupe, mais qui rentrent dans le jeu de partenariat d'embaucher ces jeunes issus de notre programme prépa. J'allais te poser la question justement, comme tu vas chercher des personnes qui peuvent effectivement cumuler différents facteurs qui les éloignent de l'emploi, c'est quoi la proportion? Alors j'imagine que c'est hyper difficile de jouer avec ce type de chiffres, mais c'est quoi la proportion de personnes qui, à l'issue de votre accompagnement, arrivent à s'insérer finalement dans le monde professionnel, et peut-être les cas qui lâchent ou qui finalement n'arrivent pas à... C'est assez difficile de répondre de manière complète, parce que d'abord c'est un programme qui existe depuis 3 ans, donc c'est encore assez récent. Ensuite, il y a des vraies variations territoriales. On travaille sur l'Île-de-France, mais aussi en région PACA, Grand Est, et on développe 3 nouveaux territoires cette année. Donc par territoire, il y a des réalités territoriales qui nous donnent des sorties entre guillemets et des impacts un petit peu différents. Et puis enfin, il y a qu'est-ce qu'est une réussite. Nous on considère que la réussite, c'est pas nécessairement de s'engager tout de suite dans l'alternance ou dans l'emploi au bout des 3 mois. J'ai l'exemple en tête d'une jeune femme de 29 ans qui doit avoir 31 maintenant peut-être, mais qui est sortie du programme Prépap, une des premières promotions, 4 enfants, multifragilité, elle a repris confiance en elle, elle a pas repris en alternance, elle a tellement repris confiance en elle qu'elle a repris les chemins de l'école et elle est repartie à la fac pour une licence de sociaux, je crois. Elle aurait dit c'est un succès. Est-ce que pour autant dans les chiffres France Travail c'est un succès? Pas forcément, mais pour nous c'est un succès parce que potentiellement elle a repris une dynamique, un projet professionnel et un projet personnel qui lui convient, dans lequel elle y met sourire, engagement, et je suis convaincu qu'elle va réussir quel que soit son projet. Donc les chiffres entre guillemets veulent pas tout dire. Globalement, ceux qui vont au bout du programme, c'est plus de 70%, ce qui déjà en soi est un succès. Et ceux qui s'engagent dans un projet défini, c'est plus de 70%. Donc après, est-ce que 6 mois après, tous sont engagés dans le même projet? Pas toujours. Ça dépend des territoires, mais déjà, c'est déjà un premier pas important.
Ouais, hyper intéressant. Alors je sais pas par où rebondir tellement il y a d'éléments à la fois, mais j'imagine, tu vois, pour des RH qui peuvent t'écouter, qui viennent d'environnements complètement différents et qui doivent probablement avoir vraiment, saisi la perche sur le côté comment est-ce qu'on fait autrement pour voir à la fois nos métiers en tension et en même temps effectivement offrir une expérience beaucoup plus alignée aux collaborateurs entre ce qu'on prône en termes de valeurs et ce qu'on fait vraiment. Concrètement, comment concilier tout ce qui va être objectif économique de l'organisation et justement tous ces engagements finalement aussi un peu plus sociaux? Je pense que ça va dépendre des filières, des secteurs d'activité. Le premier sujet, c'est que on a des liens entre guillemets avec tout type d'entreprise, avec entre autres de l'accompagnement des équipes de recrutement pour aussi les sensibiliser au recrutement inclusif, pour aussi s'ouvrir à ces biais culturels, ces biais qu'on a tous, pour lire les profils de candidats, recruter sans CV. Donc avec Plateforme I qui est une des structures du groupe et avec entre autres le pôle recrutement inclusif qui contribue à cette on va dire approche holistique d'accompagnement d'entreprise, on a une approche globale, c'est-à-dire qu'on va chercher des profils, on peut les former, on les accompagne avec de la pluridisciplinarité d'accompagnement social, et on peut accompagner les équipes de recrutement et les équipes des différentes entreprises sur faire le pas vers ces profils et ces différents parcours. Donc on est en capacité d'accompagner de manière un peu à la carte les différentes structures. Comment on gère le côté économique et social? En réalité, pour moi, il y a pas de porosité. Enfin, il y a une porosité énorme. C'est-à-dire qu'il y a un côté, faut pas mettre en contradiction. C'est un peu comme le groupe SOS. Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une entreprise? Pour les associatifs, certains, ils nous considèrent comme une entreprise, et pour certaines entreprises, ils nous considèrent comme des associations. Au final, le statut ne fait pas la vertu. Ce que dit notre fondateur, Jean-Marc Borrello, de se dire, finalement, il y a des associations malfaiteurs et il y a des entreprises avec des impacts sociétaux majeurs. Donc, nous, on est vraiment à la croisée de ce périmètre-là, de se dire, on se considère comme une entreprise, un ensemble d'entrepreneurs innovants qui mettent en place qui réfléchissent à des modèles impactants et des business models crédibles. Une fois qu'on s'est dit ça, où mettre la porosité entre la RSE et gagner de l'argent? Nous, on considère que gagner de l'argent, c'est pas une honte, mais en fait, cet argent-là, nous, il est au sein du groupe, et nos modèles, on essaie de pas en perdre déjà, et quand on en gagne, ça réinvestit pour remettre de l'innovation et des projets qui marchent peut-être moins bien, sur lesquels il faut une pompe au démarrage pour avoir de l'impact. Donc, cette porosité entre guillemets impact social et impact économique, pour moi elle est intrinsèque au modèle chez nous, et possiblement pour l'entreprise qu'on accompagne, c'est aussi de se dire pragmatisme de DRH, vous avez des métiers en tension, on vous aide à potentiellement aller trouver des candidats. Si vous avez une capacité d'aller vers pour vous adapter aussi dans vos cursus de onboarding, d'accompagnement, etc., ça peut fonctionner. Et en plus, si vous donnez une chance à des personnes qui en ont moins, ou parfois qui ont plus de fragilité, en général, le ROI est intéressant en termes d'engagement parce que ils savent aussi pourquoi ils sont là, et ils ont ces fragilités qui se transforment en force. Et finalement, de se dire, parce que j'ai traversé pas mal de sujets, j'ai d'autres types de capacités en termes d'agilité, en termes d'engagement par rapport à des difficultés. Donc, c'est assez gagnant en termes de collectif pour les équipes et en termes d'entreprise, en termes d'engagement. Et du coup, j'ai une question, parce que tu parles de l'accompagnement des équipes recrutement, effectivement, que ce soit vis-à-vis des biais, que ce soit recruter sans CV, que ce soit une sensibilisation, je pense au sens large. Est-ce que vous accompagnez aussi les managers derrière? Parce que je pense qu'un sujet, parfois, c'est d'avoir des équipes recrutement qui ont été vraiment sensibilisées sur le sujet. Sauf que derrière, les personnes qui sont recrutées, elles intègrent des équipes, et les managers peuvent avoir des challenges. Ça fait partie, moi, de mes engagements de DRH en premier lieu, c'est d'avant de donner des leçons ou de dire des choses en disant c'est une super chose, je regarde un peu comment ça marche chez nous. Et on essaie déjà de nous assurer que nos 1500 managers soient eux-mêmes des bons ambassadeurs. Et donc, on travaille notre trajectoire de manager interne et on les forme, et on travaille à faire en sorte que les cordonniers soient bien chaussés. Donc, on a ce premier sujet de se dire comment ça fonctionne avec nos managers. On les rencontre régulièrement, on met en place des webinaires mensuels, on travaille à faire le partage de pratiques. On a des journées des directeurs et directrices tous les ans et des journées des équipes tous les ans par région pour les faire travailler en atelier, de recruter différemment, former différemment, etc., etc. Donc déjà, on travaille sur ce côté partage de pratiques pour faire en sorte que ça fonctionne mieux en interne. En externe, pour l'instant, on n'est pas forcément une vocation, entre guillemets, d'aller former tous les managers de France et de Navarre ou toutes les entreprises. On n'est pas c'est pas notre business model. Là, c'est plutôt le dire ce qu'on fait pour nous. On veut le rendre possible, ouvert à d'autres qui viendraient nous voir. Mais on n'est pas sur une démarche de surdéveloppement, de former les managers de demain. Je pense qu'on n'a pas forcément cette... Je veux dire, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui viennent te voir pour te demander de les aider à faire pareil... J'aurais un grand plaisir pour échanger, mais déjà de m'intéresser à leur business et leurs problématiques pour me dire est-ce que j'ai une valeur ajoutée ou est-ce que j'ai pas forcément de valeur ajoutée, mais j'ai rien à vendre. Il y a un côté, si on peut le travailler ensemble, je serais très heureux, mais il n'y a pas forcément de velléité à se dire on veut se
développer par rapport à ça. Je pense pas que ce soit mon job. C'est plus de se dire, si on veut plus d'impact au niveau sociétal, tant mieux si on peut se partager ce qui fonctionne. Et on a des choses qui fonctionnent sur l'accompagnement d'un manager, sur le recrutement de profils qui sont avec des fragilités, sur la réponse aux métiers en tension sur les territoires. Bref, il y a plein de sujets qui sont intéressants. Et le deuxième élément, c'est on essaie en permanence de mesurer le ressenti collaborateur pour s'assurer qu'on est en cohérence avec ce qu'on dit. Et donc, ce management de proximité, de mesurer en permanence, pour moi, c'est un peu la boussole de mes politiques RH, de me dire je peux faire tous les PowerPoint que je veux. Si à la fin c'est pas compris ou si à la fin le ressenti collaborateur est pas au rendez-vous, autant que je change de métier. Donc on a mis en place cet outil de management de proximité sur lequel j'ai plaisir à aller prendre de la data régulièrement pour voir où est-ce qu'on en est et vérifier par exemple que dans les drivers de motivation et d'engagement des 22 000 collaborateurs, le sens au travail, l'ambiance au travail, le respect des managers et des collaborateurs sont les trois forces de mon dernier sondage groupe l'année dernière. Je suis content de l'avancer comme une force. Ouais. Mais je vais regarder les faiblesses et me dire on a des sujets sur typiquement le stress ressenti par nos managers de proximité, comment on peut le travailler, comment on peut les outiller pour qu'ils se sentent plus autonomes dans cette gestion entre guillemets parfois de ces injonctions contradictoires ou de ces multi-stimulations qui sont parfois difficiles à gérer quand on a de l'absentéisme, du turnover, des pressions individuelles d'organisation de différentes générations de travailleurs, etc., etc. Donc bref, beaucoup de sujets. Justement, j'allais rebondir là-dessus, c'est hyper inspirant, ça donne envie, etc. Mais c'est quoi les défis auxquels tu t'es confronté justement en travaillant sur ce sujet-là, ne serait-ce qu'en interne? Ils sont nombreux, c'est pareil. Il y a eu 2 changements depuis que je suis arrivé que j'ai essayé de faire passer, j'ai envie de dire. Je dis faire passer parce que je pense qu'il me faudra encore 10 ans pour être satisfait de l'impact global sur l'ensemble du groupe. Mais on est passé de la formation obligatoire des managers à l'évaluation obligatoire de l'impact du management. Donc en gros, on est passé de vous allez tous vous former X jours dans un campus, etc. Quelle que soit votre expérience de management, quelle que soit votre propre perception de vous-même sur votre capacité managériale. Donc ça, on l'a arrêté pour mettre en place un référentiel de compétences avec des mesures individuelles et par les pairs ou en tout cas par son manager, plus le mesure ressenti des collaborateurs qu'on manage pour se dire tiens, je pensais être un super manager, mais le ressenti de mon équipe, c'est me dire tu donnes pas de sens et en fait t'es pas crédible et puis en termes de valeur et ce ressenti c'est très limite. Bon, je vais peut-être bosser dessus. Donc on a changé cette première brique du coup qui est responsabilisante pour les managers de dire on vous imposera pas une formation, très peu. Il y a encore quelques thématiques ponctuelles en fonction des métiers, mais globalement, en termes management, on l'impose pas. On a trop de diversité et il y a trop de réalité et on sait que pour être efficace, il faut quand même que les gens qui se forment aient envie de se former en disant j'ai une faiblesse, je veux la travailler. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est de passer d'un baromètre social, sondage tous les 2 ans. On fait une photo, on met 6 mois à la travailler pour sortir des plans d'action qui vont mettre 5 ans et avec des multi-indicateurs sur 800 slides. Bon, on est passé de ce modèle-là pour un groupe comme le nôtre qui était important, c'était nécessaire. Enfin, en tout cas, il y avait du volume, il y avait de la data, à un modèle outil à la disposition du manager. Vous le prenez pas. Mais de temps en temps, on va aller faire du campagne groupe. Mais c'est pas l'ambition, c'est vraiment le filet de sécurité, c'est la voiture balai pour que chaque manager s'approprie dans son équipe en fonction de ses changements, en fonction de son ressenti. Je sens qu'il y a une problématique dans mon dialogue social, où il y a une thématique, où on est en train de changer notre business, on a une nouvelle activité, une reprise, une fusion. J'aimerais bien sonder un peu les équipes entre ce qu'ils osent me dire, ce qu'ils osent pas me dire, ce que je voudrais ressentir. Je lance un questionnaire, moi, sur mon périmètre, et je vais voir un petit peu comment ça travaille. Et je vais travailler les actions avec les équipes, qui vont être évidemment sollicitées sur les idées, votées par les pairs, etc., etc. Donc, on a plein d'outils de management. Ce changement-là, évidemment, il se fait pas en un jour. Ouais, donc aujourd'hui, j'ai des top performers sur le sujet qui utilisent ça comme un indicateur de leur KPI, de leur COMEX sur leur asso ou sur leur structure, et d'autres qui attendent le filet de sécurité poussé par la DRH ou pour leur DG régulièrement. Ouais, mais j'imagine que ça nécessite, c'est à la fois ultra responsabilisant et à la fois en termes de culture managériale, ça nécessite qu'il y ait probablement déjà un peu d'appétence pour le feedback d'une façon générale et puis d'ouverture à ce sujet-là. J'imagine les questions que se posent certains DRH de secteurs où justement ça paraît un gros challenge que mettre ça en place du jour au lendemain, mais ça se fait petit à petit. Est-ce qu'il y a des exemples concrets que tu as envie de nous partager, soit de choses que tu as mises en place toujours sur ce sujet et qui ont très bien fonctionné, soit de choses qui étaient moins successful et dont tu as appris des choses? Clairement, on a une grosse réussite sur le sujet des jeunes, c'est-à-dire sur le sujet de l'accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. C'est un projet qui est engageant, compliqué. On a des seuls acteurs à le mettre en place sur ce format, sur les métiers du soin et l'accompagnement social, ça c'est évident. Et aujourd'hui, on a
on a plus de 500 jeunes qui ont déjà été accompagnés et on a l'ambition d'en accompagner encore 500 juste sur cette année. Donc c'est une belle réussite qui se fait avec un engagement assez louable de toutes les équipes et des employeurs, des établissements. On a des directeurs et directrices d'établissements qui au début étaient assez réfractaires ou en tout cas qui ont poussé leurs équipes en disant ce serait bien d'accueillir un jeune dans l'équipe. J'ai pas le temps, déjà j'ai déjà du mal à staffer mon équipe avec des seniors expérimentés, tu sais bien que j'ai de l'absentéisme, j'ai du mal à recruter. J'ai pas le temps d'accompagner en tutorat un jeune qui en plus connaît pas le métier. Beaucoup témoignent en interne et puis certains de nos partenaires externes du fait qu'une fois lancé, c'est pas un jeune qui souhaite prendre, c'est 3 ou 4 parce que chaque équipe veut aussi avoir ce rôle-là parce que c'est aussi égoïste de la part d'un tuteur ou d'un manager d'équipe, c'est de se dire c'est vachement valorisant de transmettre, c'est super valorisant d'accompagner. Donc, bien évidemment, il faut l'intégrer dans un quotidien managérial, mais ça fonctionne bien. Et donc, ça fonctionne bien aussi avec parfois des échecs, mais accompagner les échecs, tout le monde en sort grandi, même si quand on est dedans, c'est dur à dire. Mais donc, c'est un programme qui fonctionne très bien et sur lequel on veut vraiment le pérenniser et le faire savoir. Et c'est aussi le but de le faire connaître à d'autres collègues DRH, de dire comment on peut inventer des modèles correspondant à vos métiers, vos business models, mais partie du savoir-faire qu'on a pu mettre sur nos métiers. Ce qui fonctionne moins bien, typiquement le sujet par exemple du changement de culture sur le management des ressentis collaborateurs, j'ai lancé ça avec les collègues de la DRH et du groupe à un bon moment, c'est-à-dire tout début 2020 avec l'année crise sanitaire, sachant qu'on est un acteur qui gère des EHPAD, des hôpitaux, etc. Changement de culture dans un contexte où les équipes sont juste complètement sous l'eau depuis plus d'un an, etc. C'était pas évident, donc une participation très réduite, avec du coup l'effet un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, de se dire en fait c'est super mais pas pour nous, c'est pas le moment, on est déjà sous l'eau. Bref, donc il y a aussi un sujet de momentum et de se dire à quel moment dans une organisation c'est le bon moment. Là clairement j'ai pas forcément choisi le bon moment, je pense, quand j'ai lancé ce changement-là. Ouais. Et en même temps, il y a des types de changements sur lesquels on a l'impression qu'il n'y a jamais de bon moment. Faut pas attendre le moment idéal pour démarrer, mais je comprends bien. Comment est-ce que vous travaillez finalement? Parce que il y a tout ce sujet de formation, d'accompagnement, etc. qui est hyper important, mais j'imagine qu'une partie finalement des freins périphériques à l'emploi vont être levés pas simplement par vos propres moyens. Comment est-ce que vous avez fait pour travailler là-dessus? Est-ce que vous êtes entouré, j'imagine, de tout un écosystème pour vous aider? Ça ne marche que en écosystème. Je pense que ça me rejoint à la question de l'introduction. Je pense que le sujet pour moi d'être DRH de demain, c'est vraiment d'intégrer son entreprise dans son écosystème, que ce soit la durabilité climatique, ou en tout cas dans son écosystème de chaîne de valeur, mais aussi dans son écosystème RH, des gens qui peuvent contribuer et de l'impact sur les gens qui sont dans l'organisation. Ces programmes-là et ce programme en particulier, ils ne fonctionnent que par l'accompagnement d'un écosystème de partenaires engagés, que ce soit les pouvoirs publics avec France Travail et le ministère du Travail en particulier avec qui on a travaillé, la DGEFP, plein d'acteurs publics qui ont lancé dans le cadre de prépa apprentissage par exemple, dans ce qui nous concerne, qui nous ont permis de lancer entre guillemets les ambitions. L'accompagnement avec les aides à l'embauche, les alternants a été un effet qui a concerné tout le monde, mais qui a évidemment permis de faire un effet levier. Donc l'acteur public a évidemment un rôle principal. Sur les territoires, les mairies, les CCH, les différents acteurs de l'accompagnement social ont un rôle à jouer. Sur les territoires sur lesquels on est le plus impactant, c'est là où l'écosystème est déjà en place et sur lequel on vient juste rajouter entre guillemets une petite couche d'opportunités, mais c'est pris parce que les gens savent travailler ensemble, savent qu'ils n'y arriveront pas seuls. Et donc je pense à la Seine-Saint-Denis sur le 93 où on a des acteurs employeurs, écoles, acteurs publics, acteurs associatifs sur lesquels tout le monde travaille ensemble, et ce qui fait qu'on a un impact assez bluffant. Donc c'est évidemment un sujet systémique sur lequel on a besoin d'avoir les ARS aussi pour la partie sanitaire. Donc bref, oui, évidemment ça fonctionne qu'en écosystème et tout seul on n'y arriverait pas, et personne n'y arrive tout seul sur les sujets pareils. Ouais, il y a beaucoup d'éléments, et ça me fait penser effectivement, pour ceux qui l'auraient pas écouté, à l'épisode qu'on a fait avec Sabine Piau-Prudhomme justement sur le rôle du DRH et notamment sur l'ancrage territorial qui est clairement nécessaire pour gérer beaucoup plus efficacement tout un tas de problématiques. Donc voilà, je vous invite évidemment à l'écouter. Merci déjà pour le partage de ce qui fonctionne bien, ce qui a moins bien fonctionné. Je trouve ça assez inspirant dans le sens où il y a des résultats, il y a des choses qui fonctionnent bien, ça répond à tout un cheminement en fait, et clairement pas à quelque chose qui soit juste one shot ou juste marketing, comme on peut voir malheureusement parfois sur certaines mises en place d'actions censées booster l'engagement. Avec ta casquette à la fois DRH, CEO, quel conseil t'aurais envie de donner là si tu t'adresses à certains de tes pairs, peut-être d'univers complètement différents, qui nous écoutent sur ce sujet-là et qui seraient intéressés pour commencer à
à se lancer dans cette aventure, justement d'intégrer les multiples fragilités au sein de leur organisation. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur conseiller? N'ayez pas peur. Non, mais je pense qu'il y a un sujet on a, je pense, trop longtemps justement considéré que les entreprises étaient là pour gagner de l'argent et que l'acteur public et les associations étaient là pour gérer le social, les problématiques personnelles, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas avoir peur d'aller sur ce terrain, qui est un terrain non pas de dogmatisme, au contraire, mais un terrain de pragmatisme, de dire une organisation, elle est faite d'humains. Alors aujourd'hui encore en tout cas, d'humains, d'hommes et de femmes qui ont leur vie personnelle, qui ont leur fragilité, qui ont leur histoire, qui ont leur parcours de vie, qui ont leur moment de vie, et en tant que DRH de s'intéresser à ces parcours. Pour moi, c'est une richesse personnelle, c'est une richesse collective, parce que c'est aussi autorisé. Et je pense que les rôles que ce soit DRH ou DG, c'est de dire laisser la place au personnel, ça veut pas dire forcément laisser la place au candidat qui veut full télétravail sinon rien ou je travaille comme je veux. On parle souvent des abus, on parle pas de la réalité de responsabilité de la majorité des gens qui contribuent à un projet qui fait sens pour eux, te dire j'ai envie de venir travailler, ça me plaît mon travail, quelle que soit ma contribution, je sais pas forcément sauver la planète, ça peut simplement se dire j'ai un job, j'ai une famille, j'ai des engagements bénévoles en parallèle ou pas, en tout cas j'ai une vie qui me plaît. J'essaie de faire ce que je peux dans mon réseau d'influence et mon travail, je veux juste être respecté, je veux juste avoir un sens dans ce que je fais et être respecté dans la contribution que j'apporte. Être DRH dans cet environnement-là, pour moi, ça veut juste dire laisser la porte ouverte à l'expression responsable des collaborateurs sur le fait que qu'est-ce qui peut être fait par l'organisation pour faciliter votre vie et donc votre contribution à l'entreprise. Et donc, l'exemple que je donne, c'est nous, on a mis en place, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est quand je suis arrivé dans le groupe, je me suis fait engueuler par une directrice qui m'appelait au bout d'une semaine en disant bonjour monsieur Roncin, bonjour, vous êtes bien le nouveau DRH du groupe? Oui. Vous devez pas être fier parce que j'ai un salarié qui est dans sa voiture aujourd'hui, qui a pas de logement, il s'est fait virer il y a 3 jours, et vous êtes DRH d'un groupe qui dit que la société doit être inclusive, solidaire, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous faites rien. Bon merci, à lundi. Wow. Bienvenue. Elle avait raison. Elle avait raison parce que dans les faits, j'étais en train déjà de me mettre dans des thématiques de politique RH, de stratégie, et le concret était juste pas une réalité pour plein de sujets qui étaient finalement les fragilités de premier plan. Donc la mise en place pour nous d'un support social, d'un dispositif avec un numéro pour tous, etc., et un fonds social qu'on a mis en place plus récemment pour justement avoir vraiment la certitude que chaque situation individuelle pourra trouver une forme de solution pragmatique très concrète. C'est aussi aider les managers. Et donc, quand je dis DRH, c'est pas de dire, c'est pas dans le bureau du DRH qu'on va venir trouver toute la solution. C'est quel est mon rôle de DRH dans l'organisation pour m'assurer que chaque collaborateur aura la possibilité de trouver une solution et donc de venir bosser en ayant l'esprit un peu plus libre, quelles que soient les difficultés personnelles qu'ils rencontrent épisodiquement ou de manière plus régulière. Et donc, c'est pas faire des managers assistantes sociales, c'est s'assurer que le manager qui est confronté à ces réalités-là puisse trouver des solutions et donc puisse orienter à minima en fonction des problématiques à la bonne personne et pas laisser le collaborateur ou la collaboratrice, j'ai envie de dire, dans sa panade en faisant comme si de rien n'était, viens travailler et puis surtout tu souris et tu contribues. Ça peut pas marcher. Donc pour moi, c'est du pragmatisme que de s'intéresser à ces sujets. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que j'ai focalisé pendant une période de cet entretien sur cette partie de comment aller attirer des profils justement sur des métiers en tension, etc. Et du coup, comment est-ce que ça oblige encore un peu plus les entreprises à s'ouvrir un petit peu plus, à sortir des clones peut-être de temps en temps qu'on a tendance à recruter. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant dans le sens où il y a vraiment un changement sur le côté comment est-ce que j'accompagne des moments de vie et des choses qui peuvent être aussi très ponctuelles dans les collaborateurs qui sont déjà là. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on a probablement laissé pas mal de côté. Mais il y a plein d'entreprises qui font plein de choses bien. Je pense aux dons de RTT, je pense aux journées d'engagement pour des assos. Il y a plein d'entreprises qui font des choses et donc qui montrent qu'il y a bien un sujet ou un ensemble de sujets. Ce qui est pas forcément évident, c'est d'en faire un élément de politique RH assumé qui soit pas forcément de l'avantage social ou qui soit pas forcément biaisé par le fait que c'est une ambition de motivation court terme. Ouais. Et qui soit à disposition des managers aussi, parce que c'est eux qui doivent gérer à leur niveau, dans leurs équipes, des collaborateurs qui peuvent avoir des besoins plus ou moins ponctuels. Voilà, qui soient pas juste du one-shot bénéfice. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a une autre question que tu aurais voulu que je te pose aujourd'hui et que je ne t'ai pas posée? C'est une thématique qui est large et donc en soi déjà je pourrais parler 5 heures. Donc le sujet c'est celui de se dire, je pense que ça concerne tout le monde parce que c'est un sujet de société, c'est la croisée des chemins entre les entreprises, comment faire vivre un projet d'entreprise avec des forces vives qui sont différentes et qui s'autorisent plus qu'hier à exprimer leurs attentes envers l'entreprise. Et je pense que il y a 10 ou 20 ans,
C'était pas un sujet de assumer, et c'était même complètement normal de se dire je vais pas en parler dans ma boîte. De plus en plus, le personnel rentre dans l'entreprise, quel que soit le business, et même s'il y a des cadres parfois très contraints, que ce soit les business de certains secteurs d'activité, mais c'est un côté. Du coup, il faut qu'on soit en capacité d'y répondre. Et d'y répondre, ça veut pas dire oui à tout, ça veut pas dire laisser, entre guillemets, chacun faire ce qu'il veut, ça veut dire comment je déplace ce curseur, qui est pas forcément permanent, qui peut être ponctuel. J'ai un collègue qui est en longue maladie, etc., qui souhaite revenir au travail. Comment, avec les collègues, avec l'équipe, je vais être capable de trouver une solution qui est pas forcément un accord d'entreprise pour 3000 salariés ou autre. C'est comment je fais en sorte que ce soit autorisé, possible, que le manager se sente légitime et libre dans l'autonomie d'innover pour trouver la solution. L'innovation, elle n'est pas que technologique, il n'y a pas que l'IA qui va répondre à ces sujets-là. L'innovation sociale, l'innovation managériale, elle devrait être tout autant discutée que l'innovation technologique qu'on entend de partout, surtout récemment. Ouais, et à la portée de chacun finalement, sur un modèle quand même assez responsabilisant, sans forcément toujours penser des grands accords, voilà, des règles. Mais effectivement que chacun puisse avoir cette possibilité-là. Ok, et ben merci beaucoup, merci. Merci Chloé pour cette invitation, c'était vraiment un plaisir. J'espère que j'étais assez clair. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!